On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Lila, ses deux sœurs et ses parents sont à l'étroit dans leur petit appartement. Ils rêvent de déménager dans une grande maison à étages. Un jour, ils tombent sur la perle rare, un magnifique pavillon des années 20 dont les propriétaires sont pressés de se débarrasser. Et ils vont rapidement découvrir pourquoi. Cette histoire s'intitule Ligne occupée. Je m'appelle Lila, donc j'ai 39 ans, j'ai un enfant de 9 ans, je suis mariée, j'ai une vie tout à fait classique. Plus jeune, j'ai eu des expériences qui m'ont laissé un petit peu des traces pour lesquelles en fait j'ai du mal à avoir une explication cartésienne parce que c'est vrai que j'ai pas envie d'imaginer ou de m'emballer sur une histoire qui s'est passée. Ça s'est passé à la suite d'un déménagement quand j'ai emménagé dans notre toute première maison. Alors elle n'était pas très très grande, c'était une ancienne maison donc des années 20, suffisante pour nous cinq en fait puisque on a emménagé avec mes parents et mes sœurs. Je sais que j'étais pas très grande mais suffisamment pour comprendre certaines choses. Mes parents, ils avaient tellement envie de partir de l'appartement dans lequel on était depuis quelques années. On n'était pas forcément bien dans cet appartement ni dans la commune. Donc on était hyper contents déjà d'emménager dans une maison et du coup ils étaient moins regardants sur le fait qu'il n'y ait pas de garage, le fait qu'ils acceptaient plus facilement en fait certaines choses qu'on n'avait pas, tellement ils avaient l'envie d'avoir une maison d'être propriétaire d'une maison. Donc quand on rentre dans la maison, en fait, on arrive directement dans un grand salon. Quand je dis grand, c'est un salon plutôt de 20 mètres carrés, donc c'est pas, mais pour moi ça me paraissait grand. Au fond de ce salon, à droite, il y avait une porte, donc au rez-de-chaussée, c'était l'entrée de la chambre de mes parents. Il y avait un autre accès, donc du coup, qui donnait à une cuisine. Au fond de cette cuisine, on accédait dans un renfoncement à une salle de bain avec des toilettes. Et puis entre la salle de bain, la cuisine, le salon, en fait, il y avait des escaliers qui donnaient accès à deux chambres. Donc il y a la chambre de gauche qui était la chambre de ma sœur, donc au-dessus de la chambre de mes parents, avec une jolie cheminée, au premier étage, des grandes fenêtres. C'était des fenêtres un peu comme on pourrait retrouver dans des châteaux. C'était des fenêtres très hautes et très grandes aussi, anciennes, vraiment jolies. Et puis il y avait la chambre de droite, donc qui avait été divisée en deux parce qu'elle était très grande. En fait, mes parents, ils avaient mis comme une cloison, mais pas totalement fermée. Donc en fait, on a accédé à la chambre de ma petite sœur. Et quand on dépassait la cloison, en fait, il y avait mon espace. Et chacune, en fait, on avait notre fenêtre. Et moi, j'avais pris le fond de la chambre parce qu'en fait, il y avait un grenier en haut. Et j'étais hyper contente de me dire, c'est un emplacement, c'est dans ma chambre, donc c'est à moi en fait. Donc j'ai le droit d'aller dans le grenier, c'est chez moi quoi. Grenier qui était pas aménagé, où on pouvait difficilement tenir debout sur toute la surface, et qui était pas emménageable. Il y avait pas mal de travaux en fait.
Donc c'était pas le grenier rêvé, mais moi ça me convenait. Moi, quand j'ai visité la maison, parce qu'en fait, je suis la seule qui a visité la maison avec ma mère, mon père n'était pas venu, ce jour-là, il travaillait. On a vu des propriétaires qui étaient hyper heureux de partir, très pressés. Je me rappelle encore de la propriétaire en train de nettoyer, rapidement faire du propre avec des feuilles de sopalin. C'était un peu étonnant et ils étaient un peu à la fois bizarres et voilà, très je veux pas dire ils étaient pas muets, mais presque. On les a pas entendu parler. C'était un peu bizarre vraiment la rencontre avec eux. Mes parents ont fait des travaux très rapidement et puis on a emménagé aussi très vite parce que c'était des travaux de déco, il y avait pas vraiment de grosses rénovations, donc voilà, on est arrivé très vite dans la maison. Et on a commencé assez rapidement à voir qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Dans un premier temps, on avait fait mettre bien évidemment la ligne téléphonique. C'était à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Enfin, ça commençait à arriver, mais on était un peu entre guillemets coupé du monde. On avait juste une ligne téléphonique. On n'était pas joignable. C'était le gros problème. Notre famille nous avait dit voilà, à chaque fois on essaie de vous joindre, la ligne elle est toujours occupée. Toujours occupée. Donc mon père, il dit non, c'est pas possible, j'ai fait mettre la ligne. Nous, on a mon père qui est au travail, qui teste des fois la ligne téléphonique et ça sonne et tout va bien. Sauf qu'en fait, quand on nous appelle, en fait, ça va pas. Donc un jour, mon père, il s'agace, il regarde, il voit la prise qui est complètement tombée derrière. Et effectivement, mon téléphone était décroché. Donc il la rebranche, il dit c'est peut-être pour ça. Et puis on continue de nous informer qu'en fait on n'est toujours pas joignable. Donc là ça devient problématique. Donc mon père il dit ça doit être la prise qui est certainement tombée, il doit y avoir un problème au niveau de la prise. Il fait venir quand même la personne qui avait mis la ligne en place. Et puis le technicien lui dit tout va bien, non, il n'y a pas de problème, même la prise, il n'y a pas besoin de la changer. Donc mon père change quand même l'extérieur de la prise, il rachète un truc tout neuf de manière à ce que on soit sûr qu'il n'y a plus de problème, quoi. Le problème, c'est qu'on est toujours embêté parce qu'on est toujours injoignable. Et ça commence à devenir un vrai problème parce que du coup, même à l'époque, mes parents, ils avaient besoin de nous appeler pour savoir si on était rentrés de l'école, savoir aussi si tout était ok parce qu'on se débrouillait vraiment toute seule, ils étaient tout le temps au travail, donc c'était hyper compliqué de pouvoir nous joindre autrement qu'à la maison, quoi. Donc mon père régulièrement il regarde et en fait il voit cette fichue prise toujours à terre. Donc il y a un jour il pète un câble, il va acheter du scotch, mais pas juste le scotch marron, un espèce de gros scotch alu marron, enfin le truc indécollable où on se dit là il a scotché le mur avec le papier peint et bon. Donc là il a dit au moins je suis sûr que ça bougera plus. Et puis en fait le truc c'est que la prise elle était derrière le meuble d'une télé, mais c'était un gros buffet à l'époque, c'est les gros trucs. Donc nous on pouvait pas y accéder. Mon père il avait décalé le meuble pour placer le scotch, puis il avait laissé le meuble comme ça en se disant voilà, au moins on a une vue sur le scotch, on sait que tout va bien, la ligne fonctionne. Donc les filles vous allez à l'école. La première qui rentre elle m'appelle et elle me dit si tout est ok. Ok, très bien, la journée elle se passe, je rentre la première et c'est vrai que j'oublie en fait cette histoire de prise. Donc je rentre, je fais ce que j'ai à faire et puis c'est vrai que je vois, quand j'ai voulu allumer la télé, je vois le meuble qui est décalé. Et je me dis ah oui c'est vrai, faut que je regarde. Donc je regarde et là je vois le scotch qui est arraché. Alors on n'avait pas d'animaux, je précise, pas d'animaux domestiques, pas de chat, pas de chien, rien. Donc on se dit... là, c'est bizarre, quoi. Enfin, j'ai peur. J'ai même peur qu'il y ait quelqu'un chez moi, en fait, parce que je me dis qui a décollé. Parce que c'était pas juste décollé avec une prise qui tombe, en fait. C'était arraché. Donc là, en fait, je rebranche la prise, j'appelle mon père au travail et je lui dis il y a un problème, la prise a été décollée, elle était même arrachée, papa, j'ai peur, il faut que tu rentres. Il me dit de toute façon, là, j'allais rentrer, raccroche et j'arrive. Donc on en parle à la maison
Nous, on essaie de relativiser, on se dit, il y a forcément une explication, mais on a super peur. Et c'est vrai que mon père et ma mère, ils n'ont pas d'explication à nous donner. Et la seule chose, c'est, il y a forcément une explication. Donc, ils essaient de nous rassurer, même si c'est un peu compliqué. On va vivre comme ça, avec cette histoire de prise, pendant près de 2 ans. Pendant 2 ans, en fait, on va être embêtés. Mes parents vont racheter aussi un nouveau téléphone. Parce qu'ils se disent, si c'est pas la prise, c'est le téléphone. C'est pas le téléphone. Parce qu'après un nouveau téléphone, en fait, on avait encore le problème. La seule chose qui était différente, c'est que on a pris un téléphone sans fil. Donc quand il était chargé, même s'il était plus branché, on avait quand même encore un peu de batterie sur le téléphone. Donc c'est un peu ce qui nous a sauvés, mais on savait qu'on avait ce problème-là. Après, ce problème qui était récurrent et qu'on avait intégré dans notre vie, parce qu'en fait, on n'a pas trouvé de solution, hormis cette solution de téléphone sans fil. On a commencé à entendre des bruits assez fréquemment dans la maison, au niveau de la chambre, de l'étage en fait de la chambre de ma grande sœur. Alors il faut savoir, parce que je l'ai pas précisé, c'est que cette maison, elle est pas mitoyenne. Souvent, on se réunissait le soir dans la chambre de ma mère, elle mettait ses crèmes, elle nous racontait sa journée, on parlait de la nôtre, donc c'était un peu un rendez-vous entre filles. Et du coup, on a entendu des gros bruits, donc de meubles déplacés. Donc, mon père se lève, il vient nous voir dans la chambre, il dit « c'est quoi ce bruit ?» On le regarde, en fait, c'est pas nous. On est dans la chambre, on n'a rien touché. Et on s'est arrêté de parler parce que justement on écoutait le bruit en haut. Donc mon père il dit il y a un truc qui va pas, il monte, alors il prend un couteau. Il dit il y a peut-être quelqu'un qui est rentré par en haut, par l'étage. Ma sœur a dit non, j'ai laissé la fenêtre fermée. Il était pas sûr, donc il monte avec un couteau et puis nous on le suit. On a peur, on est derrière. Voilà, on se dit au cas où on est derrière. Mon père il ouvre la porte de la chambre de ma sœur. Rien. Mais rien du tout. C'est-à-dire, c'est calme, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Il rentre dans notre chambre, donc nous, on n'était pas censés avoir de bruit de ce côté-là, mais il dit on sait jamais. Il rentre dans la chambre, il va jusqu'au bout de la chambre derrière la cloison, absolument rien. Donc il dit il n'y a rien, c'est bizarre. Donc certainement il y a quelque chose peut-être derrière qui fait qu'il y a une résonance ou une vibration et du coup il y a ce bruit. Donc c'est pour ça que après il monte sur le toit de la remise, donc il sort. Et en fait, il se rend compte qu'il y a absolument rien derrière, c'est un jardin. Et donc, il y a personne, quoi. Il y a personne nulle part. On finit par se dire, bon, voilà, on a entendu du bruit, on n'arrive pas à l'expliquer, c'est un peu comme le téléphone. On accepte, et puis on dit finalement, on passe à autre chose. Sauf qu'en fait, ces bruits, ils vont être également récurrents au sein de la maison pendant longtemps, en fait. Pendant longtemps, et ça va durer jusqu'à notre déménagement. Donc c'est compliqué, on a peur tout le temps. On veut pas se retrouver toute seule à la maison. On invite des copines à la maison. On demande à nos parents parce qu'avant on n'avait pas le droit. Et c'est vrai qu'avec ce qui se passe, en fait, on demande si, parce qu'on avait des copines qui étaient des voisines, est-ce qu'elles peuvent venir le temps que vous rentriez, etc. Donc mes parents disent oui pour nous rassurer. Et au fil des mois qui passent, ma petite sœur, elle devient, alors je sais pas comment ça se déclenche, parce que je sais que c'est avant un certain âge, mais ma petite sœur, elle devient somnambule. Donc elle parle beaucoup dans son sommeil, elle se lève dans la chambre, mais ce qui m'a vraiment frappée et que j'ai gardé comme un souvenir terrible, c'est un soir où on était en train de regarder un téléfilm avec mes parents. Ma sœur était partie se coucher avant parce qu'elle était plus jeune, donc elle était allée au lit. Et elle s'est levée et on a entendu du bruit, on a entendu la porte grincer, donc on se lève et on se dit bah tiens c'est Chachou, parce qu'on l'appelle Chachou.
Et on la voit en haut des escaliers, elle allume la lumière, les yeux grands ouverts, hein, et d'un seul coup, elle déboule les escaliers en courant comme quelqu'un qui a pris peur, quoi. Alors qu'en haut, juste au début, elle était toute calme, elle était droite. Et là, elle court dans les escaliers, elle descend, donc ma mère lui dit « mais calme-toi, tu vas tomber ». Et en fait, on se rend compte qu'elle nous entend pas du tout. Elle remonte les escaliers en courant de la même manière. Elle redescend encore une fois, elle remonte, et ensuite elle claque la porte de la chambre et elle va au lit. Enfin, nous, on se dit, elle claque la porte de la chambre, qu'est-ce qui se passe? Donc, mes parents, ils montent tout de suite, ils ont peur. Nous, pareil, on suit derrière, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle s'est remise au lit, elle s'est couverte et en fait, elle dormait. Et ça, en fait, c'est arrivé la première fois, je sais pas, c'était même pas 6 mois après avoir emménagé, en fait. Donc ça fait peur parce qu'elle le faisait pas avant et qu'on se dit elle le fait maintenant. Elle parlait beaucoup dans son sommeil, comme si elle était un peu shootée, quoi. Moi, ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce qu'en plus elle était dans ma chambre. Et à chaque fois je me disais ça se trouve elle va me tuer. Alors que c'est ma petite sœur. Ma tante qui habitait dans le sud de la France, en fait, elle a divorcé, elle est partie de chez elle et puis elle est partie un peu en catastrophe. Et nous, on lui a proposé de venir 15 jours déjà chez nous et puis après on allait voir avec les autres membres de la famille comment on s'organise pour qu'elle ait un logement rapidement, quoi. Je vais pas dire qu'elle était perturbée parce qu'en fait, elle est partie en catastrophe, mais c'était pas la première fois que son mari, en fait, il l'avait trompée. Donc en vrai, je veux dire, elle était pas perturbée plus que ça psychologiquement. C'était la fois de trop et cette fois-ci, voilà, elle est partie. Donc c'était pas quelqu'un de déprimé, quoi. C'était quelqu'un de fâché, en colère, mais voilà, c'est tout. Donc quand elle est venue à la maison et que nous, elle était hyper agréable, c'était la petite sœur de ma mère. Nous, on était jeunes, on se disait ouais, elle est belle. Elle était jeune, elle avait la vingtaine, quoi. Donc on était contente qu'elle vienne à la maison. Premier jour où elle est arrivée, elle a posé ses valises et puis nous, le lendemain, on est partis à l'école parce que c'était, je crois, un dimanche et donc le lendemain, on avait école le lundi. Et puis moi, je suis rentrée la première et ma tante dormait sur le fauteuil dans le salon. Donc j'ai laissé dormir, j'ai posé mon sac, je suis partie me laver les mains, prendre mon goûter, et puis du coup elle s'est réveillée, elle m'a entendu, elle s'est réveillée. Et du coup elle me dit oh là là chérie, t'es trop gentille, merci, tu te rends pas compte comment ça m'a fait du bien. Et là je la regarde, je lui dis de quoi tu parles? Et elle me dit tu m'as caressé la tête et en fait je suis tombée direct parce que j'étais fatiguée en plus avec le trajet. Je lui dis tata, je suis désolée. Mais je viens de rentrer en fait. Donc ce qui est sûr c'est que à mon avis t'étais fatiguée et t'arrivais quoi. Elle me dit ah non attends, tu m'as passé les mains dans la tête, je t'ai demandé d'appuyer un petit peu, tu l'as fait et puis du coup je me suis endormie. Et j'ai dit tata, j'ai dit je veux pas te mentir, je lui ai dit regarde mon sac il est par terre, je viens d'arriver en fait, je suis en train de goûter. Elle commence à s'agacer, elle me dit arrête de faire des bêtises, c'est pas possible. Donc le soir, elle voit ma mère, elle parle ensemble dans la chambre, et puis j'entends que ça hausse un peu le ton, et en fait, ma tante, elle fait ses valises et le lendemain s'en va. Du coup, nous, on comprend pas, on se dit, attends, elle vient d'arriver, elle était censée être là 15 jours, et en fait, elle est partie, à peine arrivée, à peine partie, quoi. Ma mère, donc, elle nous explique à ma grande sœur et moi, parce que ma petite sœur, fallait pas qu'elle entende, que en fait elle pense sincèrement qu'il y a il y a quelque chose à la maison parce qu'elle est persuadée qu'on lui a touché la tête et en fait il est hors de question qu'il reste dans la maison, elle a peur. Donc nous on se dit elle a peur donc elle est partie. Nous on fait quoi? Parce que nous on a peur aussi mais on est obligé de rester en fait parce qu'en fait mes parents viennent d'acheter, on a un crédit, on peut pas partir du jour au lendemain quoi. Alors là, ça devient compliqué. Tout ce qui se passe chez nous reste chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas l'envie non plus d'en parler, de passer pour des folles, même nous, auprès des copines. On ne dit jamais rien. Et mes parents nous disent toujours, moins on en parle, moins on provoque des choses, moins on attire ce truc qui est à la maison, en fait. Et puis un jour, ma mère, alors elle a une amie de longue date en fait, qui était avec elle au lycée. Et cette fille-là, alors tout le monde l'a traitée de folle parce que elle disait des choses qu'elle voyait.
Donc elle avait beaucoup de difficultés à se faire des amis, mais ma tante était très amie avec elle. Et donc du coup, ça nous paraissait évident qu'il fallait l'inviter. Du coup, donc on invite cette fameuse amie. Et donc elle a dit oui, je viendrai boire un café. Et puis s'il y a des choses, de toute façon je vous le dirai quoi. Elle était très forte. Elle était très forte. Elle l'est toujours aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était capable de te regarder et de te dire tu vas avoir ça, tu vas faire ça, mais en fait elle pouvait donner des infos à court terme qu'on peut vérifier très rapidement parce que ça arrive, à moyen terme et même à long terme. Enfin moi ça me décontenançait en fait quand elle parlait, j'avais peur en plus qu'elle m'annonce un truc bizarre sur moi, donc c'est vrai que nous on avait peur de la voir quoi. Puis en fait quand on l'a vue, elle est super sympa, maman de 2 enfants, jolie, les cheveux très longs, une belle brune, vraiment rien à voir avec ce que j'imaginais quoi. C'est un peu bizarre quand on a quelqu'un qui a ce genre de capacité parce que en fait elle parle pas au début, elle regarde les lieux, elle fait un sourire, elle dit bonjour comme si elle est avec nous et puis d'un coup elle est plus là. Et puis voilà, elle regarde. Et puis elle prend son café, mais on sait qu'elle est là sans être là, quoi. Et puis elle dit à ma mère, du coup, est-ce que ça te dérange pas de me montrer toutes les pièces de la maison ? Donc ma mère, elle lui montre, elles étaient dans le salon, donc elle lui montre la chambre, elle regarde, bon, cuisine, salle de bain, rien, bon. Elle monte, chambre de ma grande sœur, donc là elle regarde, elle fait ouais, ok. Après, elle vient dans ma chambre. Donc il y avait l'entrée avec l'espace de ma petite sœur, Chachou, avec son lit. Puis moi, il y a la cloison et il y avait mon lit de l'autre côté. Elle s'assoit sur le lit de ma sœur. Ouais. Et puis d'un coup, elle est là, elle regarde. Et alors là, c'est tel dans un film d'horreur en fait, elle commence à avoir en fait des tremblements et là en fait elle a les yeux qui montent vers le ciel et en fait on voit vraiment le blanc en fait de son œil et là elle tombe dans les pommes en arrière et puis en fait on dirait qu'elle a une crise, un spasme ou je sais pas de la tétanie ou même on aurait dit qu'elle avait une crise cardiaque en fait, donc elle tremble et en fait elle gémit. Nous, on est en panique. Maman, est-ce qu'on appelle les pompiers ? Et en fait, petit à petit, elle reprend connaissance, comme si elle était partie loin, en fait, sonnée, quoi. Et c'est pas tout de suite qu'elle nous dit ce qu'elle a. Elle se lève avec difficulté, on l'aide à se relever. On retourne dans le salon parce qu'on se rend compte que peut-être c'était trop dur ou trop... Puis moi, je me dis, ça se trouve, en fait, elle nous mène en bateau, c'est du ciné, quoi. Et elle ne savait rien, en fait, de ce qui se passait à la maison. Elle savait juste qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, elle reprend ses esprits. Et là, en fait, elle commence à déballer. Dans la chambre de ma grande sœur, elle dit il y a une personne qui est très fâchée, qui est décédée, qui traîne vachement le pied parce qu'en fait cette personne-là elle a été blessée, elle est avec sa béquille, en fait elle fait beaucoup de bruit, elle est fâchée. Et puis la chambre de tes 2 autres filles, en fait, là où je me trouvais, en fait, il y a une femme qui est décédée dans ce lit-là. Et puis il y a aussi quelqu'un d'autre qui est mort après, mais qui a rien à voir avec cette personne-là dans la pièce également. Et elle dit il faut partir en fait. Il y a quelque chose de mauvais, que les gens soient morts dedans, c'est une chose, mais il y a quelque chose de mauvais. Je ressens quelque chose qui va pas, qui me rejette quoi. Donc nous, on se dit ok, quelque part on n'est pas surprise, mais en même temps on est surprise des détails en fait. Et elle dit, votre téléphone, vous avez des problèmes de communication. Et en fait, cette personne en a marre d'entendre le téléphone sonner. Et c'est vrai que le téléphone, parce que nous, on avait nos cousines, nos tantes, enfin, ces familles nombreuses, on a toujours quelqu'un qui appelle à la maison. Et là, en fait, voilà, le téléphone, il sonne plus, quoi. Et quand elle nous a dit ça, en fait, ma mère, elle a pris conscience qu'en vérité, il faut peut-être, en fait, qu'on parte. Parce qu'en fait, de toute façon, on se sent pas bien, on a peur. Mes parents, à cette époque, ils se disputaient beaucoup. C'était trop. Du coup, mes parents, ils ont décidé de la mettre en vente assez rapidement, au bout d'un an, même pas 1 an et demi. Parce que tout cumulé, il y avait trop de choses. Et en fait, on a tous pris peur, quoi.
Mes parents ont commencé en fait à chercher très rapidement une autre maison dans la même ville parce qu'ils se sont dit qu'en fait la ville elle nous convenait, les écoles étaient bien, donc c'est vraiment juste la maison qui convient pas. Cette fameuse dame qui est venue nous a décrit une maison dans laquelle on habiterait après. Il y aura des sapins devant, vous pourrez rentrer vos voitures, ce sera une maison bien plus calme et vous serez plus serein. Donc on a visité une maison avec ma mère quelques temps après, c'était pas du tout celle-là. Mais moi j'avais gardé en tête ce qu'elle avait dit. Je sais pas pourquoi, c'est toujours moi qui visitais les maisons avec ma mère. Mon père à ce moment-là, je sais pas, il était où, il était au travail ou en tout cas il laissait ma mère faire. Et on visite une maison qui était même pas encore rentrée dans l'agence et l'agent immobilier, comme il nous appréciait et il savait que on cherchait assez rapidement, il a appelé ma mère, il a dit elle est pas encore rentrée mais venez visiter une maison quoi. Et on va la visiter. Et je dis à ma mère, elle est trop bien la maison, elle est mieux que l'autre, elle a l'air vraiment bien quoi. Et ma mère, elle dit bon bah écoute, j'en parle à ton père, demain il faut absolument qu'il vienne visiter, puis on fait une proposition si ton père est ok. Mon père est ok, on fait une proposition et du coup proposition qui est acceptée. Et puis je dis à ma mère, tu te rappelles de ce qu'elle a dit? Elle me dit non, quoi? Bah tu sais, je lui dis sur la maison là qu'on allait trouver, tu trouves pas qu'elle ressemble dans sa description à ce qu'on a trouvé en vrai? Les sapins, la maison au fond du jardin. Elle dit oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais. Bon, elle me dit c'est peut-être une coïncidence. Je lui dis quand même coïncidence avec une maison au fond d'un jardin avec des sapins. On a un énorme sapin qui trône au milieu du jardin. C'est une coïncidence quoi. Et du coup, elle me dit bah maintenant on a un autre problème, c'est qu'il faut qu'on vende en fait, et il faut qu'on vende vite parce que sinon on va se retrouver en pré-relais et en fait financièrement ça va être très compliqué. Et c'est arrivé en fait, on est arrivé en pré-relais. Et du coup, en fait, on a fini par trouver des gens qui ont fait une proposition à mes parents, un petit peu en dessous de ce qu'ils espéraient. Et du coup, mes parents, ils ont fini par accepter parce qu'ils se sont dit c'est les seuls qui ont fait une proposition sérieuse. Donc on a signé avec eux. Et en fait, on a signé sans savoir ce qui allait se passer après. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des gros soucis parce qu'ils ont mis énormément de temps à avoir leur crédit. Ces gens-là, en fait, bon, c'était un couple très amoureux, de bonne volonté, de bonne foi, mais le problème, c'est qu'ils ont oublié de nous préciser la situation dans laquelle ils étaient. Puisqu'en fait, lui se mettait en couple avec cette femme avec qui il achetait et il s'était séparé de sa femme avec qui il avait eu des enfants. Et elle faisait la même chose de son côté avec son mari et elle se séparait et elle aussi avait des enfants. Mais l'homme et la femme qu'ils ont quittés étaient frères et sœurs. Le beau-frère et la belle-sœur se sont mis ensemble et ont quitté le frère et la sœur. Donc, leurs enfants et leurs neveux devenaient leurs beaux-fils et leurs belles-filles. Enfin, c'était un vrai bordel, quoi, en fait. Et c'est vrai que la situation elle est beaucoup plus compliquée que lorsqu'il n'y a pas de lien, en fait. Parce que même si déjà c'est compliqué, ça peut pas se passer bien, en fait. Je pense que ça peut pas se passer bien. Pour le coup, c'était hyper compliqué parce que justement, leurs ex-conjoints, ils leur facilitaient pas la tâche, forcément. Et eux ils avaient des crédits chacun de leur côté. Donc pour reprendre un crédit, il fallait vendre de l'autre côté ou revendre les parts. C'était franchement un bordel. Et ça a duré, je crois, presque 1 an. Donc nous, on n'en pouvait plus financièrement. Je crois que c'était une des périodes les plus compliquées de notre vie quand on était chez nos parents. Mais on était à la fois contents de se dire on va arriver au bout du tunnel et en même temps on s'était dit pourquoi on a accepté quoi. C'était la goutte d'eau quoi. Quand on leur a vendu et qu'ils ont enfin récupéré les clés, moi je les ai pas vus. Mes parents les ont vus mais moi je les ai pas vus. J'ai une image, une description de mes parents, du fait qu'ils étaient très amoureux. Ils avaient à peu près l'âge de mes parents également. C'était un jeune couple, quoi. Ils avaient entre 35 et 40 ans. Donc nous, on avait gardé contact avec nos voisins. Et donc on est allé les voir pour leur demander si ça s'était bien passé, l'emménagement avec les nouveaux voisins, s'ils avaient de bons contacts et si tout se passait bien, quoi. Et c'était peut-être quelques mois après, 4, 5, peut-être 6 mois maximum après, mais pas longtemps après. Du souvenir que j'ai, c'était peu de temps après.
Et la voisine, elle dit à ma mère, ah bah non, vous savez pas? Bah ma mère a dit non, je ne sais pas. Le mari, en fait, il s'est mis à boire beaucoup. Et en fait, un soir en rentrant du café, où il était parti boire, il est tombé sur le trottoir devant la maison, la tête la première. Il a eu comme un œdème et en fait, il est mort. Donc ma mère, elle dit quoi? Enfin, comment c'est possible? Enfin, elle était choquée, quoi. Même si elle le connaissait pas, en fait, elle en revenait pas, quoi. Elle se dit c'est pas possible. Et elle dit et comment va sa femme, enfin sa conjointe? Elle dit elle a un autre problème. Elle a appris qu'elle avait un cancer et en fait notre voisine nous dit elle est morte. Elle est morte du cancer. En fait, c'était généralisé. Et, en fait, elle est morte, je crois, 1 mois et demi, 2 mois après son mari. Donc là, on s'est dit bon, en fait, on a bien fait de s'en aller. Est-ce que quelque part, nous, on n'a pas été entre guillemets protégés parce qu'on était des jeunes enfants et que du coup, on n'a pas eu le mal qu'eux, ils ont eu derrière nous? On ne sait pas, en fait. Mon collège était dans la rue où j'habitais. De là où je partais, c'était plus court pour moi de passer là où j'habitais avant pour aller directement à l'école. Je ne suis jamais repassée dans la rue. Ni en voiture, ni à pied, ni jamais. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas qui est mort, qui est vivant. Je sais juste qu'en fait, je fais pas exprès. J'ai pas l'envie de repasser, j'ai peur de repasser dans la rue. Et ma mère me dit, du jour où elle a appris ça avec mes voisines, elle me dit c'est marrant ce que tu me dis, parce que moi je suis jamais repassée dans la rue. Je lui dis attends, t'as dû repasser sans faire attention en voiture parce que c'est les rues de sa commune, elle fréquente plus facilement toutes les rues en voiture, c'est facile quoi. Elle me dit ah non, je ne veux plus passer dans cette rue. Je lui dis tu vois c'est marrant parce que moi non plus. Quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai eu peur. J'ai eu peur aussi après parce que je me suis posé beaucoup de questions sur la nouvelle maison. Quand il y a plusieurs choses qui se cumulent comme ça et que ça s'améliore pas, je me dis que peut-être en fait il n'y a pas de solution quoi. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que j'ai toujours peur, mais j'ai un tel besoin de comprendre des choses qu'on peut pas comprendre. Que j'ai besoin de trouver une logique, une raison, une réponse en fait à tout ce que j'entends et je me dis finalement en fait, il y a tellement de choses qu'on peut pas comprendre que ça m'a ouvert l'esprit sur des religions, des traditions, même au niveau des cultures. En fait, pour moi, c'est comme une porte avec derrière plein de choses qui se passent, qu'on croit ou qu'on croit pas, mais je me dis il y a des gens peut-être comme moi qui ont vécu des choses incroyables, qui en parlent pas du tout parce que peur du regard de l'autre. Moi, mon mari, je lui en ai parlé il y a longtemps et encore aujourd'hui, des fois, je fais référence à ça, mais je suis jamais rentrée dans le détail avec lui parce que je sais qu'il a peur. Je le sais parce que même s'il me le dit pas, je vois en fait quand il me regarde. Il sait que potentiellement ça peut exister ou que c'est pas impossible en fait. Et il sait que je suis pas une menteuse, donc voilà. Mais j'essaie d'en dire le moins possible. À moins que j'ai rencontré quelqu'un qui a vécu une histoire similaire ou quelque chose d'assez différent, j'en parle pas. Moi, j'essaie pas de convaincre qui que ce soit du fait qu'il y a des choses qui existent et on n'a pas une réponse à tout quoi. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie
de la Société de minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.